la brigade de recherche et d'intervention, la CSI 75, les motards de la police, le groupe de soutien opérationnel, la brigade de protection de la famille, la BAC D93, le RAID, la brigade cynophile. On va transmettre pour pays 51. Monsieur, c'est la police. Tireur, intervention, prêt. Top interpellation, 3, 2, 1, feu. Personnellement, je m'étouffe. Content du service public, monsieur? C'est bon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les podcasts de Panda. Mon projet ici, ce serait de faire des podcasts sur les forces de l'ordre, que ce soit de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, et donner la parole aux fonctionnaires pour faire découvrir leur métier au grand public. Et pour ce premier épisode, j'accueille aujourd'hui Guy Bertrand, ancien commandant divisionnaire de la police nationale, qui a fait toute sa carrière en police judiciaire et à la brigade des mineurs. Alors, bonjour Guy, bienvenue. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors, je me nomme Guy Bertrand, j'ai 60 ans. J'étais, puisque depuis 10 jours je suis officiellement à la retraite, donc j'ai terminé ma carrière en tant que commandant divisionnaire fonctionnel à la brigade de protection des mineurs de Paris. J'ai fait 38 ans de carrière dans la police parisienne. J'ai débuté à l'époque, donc en 84 à Paris, dans un commissariat, c'est le commissariat de Bagnolet, 93, c'était les Bagnolets Lilas. Au bout de 3 ans, je suis parti au commissariat de Charonne, Paris 20e, où là j'ai fait 6 ans et j'ai été recruté ensuite à la 4e DPJ, qui était basée 163 rue de Charenton. Ok. Et après la 4e DPJ, j'ai fait 6 ans de 4e DPJ, et ensuite 2e DPJ, 14 ans de 2e DPJ, et j'ai terminé les 8 dernières années à la brigade de protection des mineurs de Paris. Et du coup, des études pour devenir officier de police? Alors à l'époque, il faut voir que pour être officier de police, il suffisait d'avoir le bac. Okay. Donc j'ai passé mon bac à Marseille, puisque j'ai passé ma jeunesse à Marseille en partie. Ensuite 2 ans de fac de droit à Saint-Jérôme. Et puis le droit ne me réussissait pas trop, et j'ai décidé de passer le concours d'inspecteur de police, puisqu'à l'époque c'était inspecteur de police. Ouais. Il y avait le concours d'officier pour les gens qui allaient partir en tenue, il y avait le concours d'inspecteur pour ceux qui voulaient rester en civil, et moi j'ai toujours voulu rester en civil. Donc j'ai passé le concours d'inspecteur de police en 1982, donc au mois de janvier 82, l'oral et le sport à Pâques 82, les résultats au mois de juin. Et au mois de juin, à la fin de mon année de fac, j'apprends que j'ai réussi le concours et que je peux intégrer l'école dès le mois d'octobre. Mais à l'époque, il fallait faire son service militaire. Donc je suis parti en urgence au mois d'août à l'armée. Oui. Donc l'école nous autorisait bien sûr un an de décalage pour tous ceux qui n'avaient pas fait l'armée. Et j'ai fait mon service militaire. Et octobre 83, j'ai intégré l'école de police, l'école supérieure de la police nationale à Toulouse. Pour les inspecteurs, cette promotion-là, la 29e promotion. C'est ça, du coup, qui est différente de Canet-Cluse. Oui, et il y avait la 29e promotion était à Canet-Cluse, le plus gros de la promotion. Je crois qu'il y avait 600 ou 800 inspecteurs, personnes recrutées à Canet-Cluse. Et nous étions 230. Le reliquat, nous étions à Toulouse. Nous avions la chance d'être à l'école de Toulouse et c'était que du bonheur pour nous pendant cette année 83-84. Ce qui était des grosses promos. Oui, il y a eu 2 années de grosses promos sur le recrutement. C'était Gaston Defferre qui était à l'époque ministre de l'Intérieur. Il y a eu 2 grosses années de recrutement. Et j'ai eu la chance donc, de faire partie de ces promos où il y a eu un gros recrutement. Très bien. Et il faut savoir donc qu'en police nationale, nous avons 3 corps. Au sommet de la hiérarchie, nous avons les commissaires, ensuite les officiers de police et enfin les gardiens de la paix. Pourquoi avoir choisi de passer le concours d'officier et non pas celui de gardien ou au contraire de commissaire de police? Parce que moi, ce que je voulais être, c'était inspecteur de police, c'est-à-dire mener des enquêtes. Ouais. Et il y avait un monde à l'époque. À l'époque, les gardiens de la paix étaient en tenue. Ils ne travaillaient pas en civil. Donc pour moi, il n'était pas question d'être en tenue. Exact. Qu'est-ce qui restait en civil? C'était le corps des inspecteurs. Ouais. Donc à l'époque, bien sûr maintenant c'est différent, mais à l'époque, donc j'ai passé ce concours pour être inspecteur de police en civil, comme on pouvait le voir dans les films ou on le lit dans les polars de l'époque. C'était jean, basket, blouson cuir, t-shirt et en avant, les cow-boys. C'est clair. C'était ça que, enfin voilà, c'est ça qui me faisait. Bien sûr, la réalité c'est pas tout à fait ça, mais
c'est ce qui m'a attiré pour être policier, entre autres. Je ne voulais pas faire un métier, me demander ce que j'allais faire comme métier, je ne voulais pas être derrière un bureau tout le temps, je ne savais voilà, j'étais pas assez bon en maths pour faire des études supérieures, j'étais pas assez bon en anglais pour partir sur l'international, et quelque chose qui était attrayant, qui me plaisait, qui n'était pas tout le temps dans un bureau, c'était ce métier-là. Vous avez fait un résumé très complet de votre carrière. Est-ce que tous les postes que vous avez occupés ont été utiles pour vous? Toutes les étapes de mes 38 ans de police ont été importantes pour moi. Je me suis éclaté. Quand on était jeune, on découvre, on découvre la vie, on découvre le métier, on découvre les gens, on découvre l'horreur. Et à chaque étape, et j'ai progressé. Je suis parti du commissariat ensuite en police judiciaire où on a fait des braqueurs, des meurtres. Ensuite, la grosse partie de ma carrière aussi, ça a été tout ce qui a été les atteintes aux personnes, et notamment les viols. Donc agression sexuelle et viol, j'en ai fait pendant plus de 14 ans. Et c'était mon cœur de métier puisque c'était plus de 50% de mes dossiers. Après, j'ai eu des braquages, j'ai eu des agressions à domicile, ce qu'on appelait les saucissonnages. Ça faisait partie de ce que je traitais quotidiennement, mais pendant plus de 15 ans, ça a été les viols. Donc effectivement, après, je me suis spécialisé dans ce domaine-là, puisqu'on travaillait beaucoup là-dessus. Ouais. Et du coup, plus spécifiquement sur les mineurs, il y a quand même pas mal de questions qu'on peut se poser. Notamment, comment en fait on fait pour parler à un enfant spécifiquement, en tout cas. Alors, qu'est-ce qui change entre les enfants et les adultes? Il y a plein de choses qui changent. Moi, je dirais dès le départ, ce que j'apprends aussi, un enfant, il ne vous ment pas. Il vous raconte une histoire. Tout dépend comment on va lui poser la question. Tout dépend à quel moment vous discutez avec lui. L'enfant, à partir du moment où on s'intéresse à lui, il est à l'écoute et il va essayer, et c'est la difficulté, notamment quand c'est les parents qui parlent à leurs enfants, l'enfant va essayer de faire plaisir à l'adulte. Donc il va sentir, c'est instinctif, il va sentir quel est le discours que vous voulez entendre pour faire plaisir. Donc ça, c'est ce qu'ils racontent à leurs parents. Nous, derrière, nous sommes des personnes neutres, on va essayer d'obtenir un récit de l'enfant qui est pour nous la vérité. Et notre boulot aussi, c'est de déceler, c'est la formation de mes collègues, puisqu'on reçoit des formations spécifiques, c'est de déceler ce qui a faussé ce discours éventuellement. S'il y a eu des mots d'adultes, on se rend compte que dans l'emploi d'un vocabulaire d'un enfant de 4, 5, 6 ans, il y a des mots qu'il ne peut pas employer, qu'il ne connaît pas. Donc si on voit ces mots apparaître dans son discours, on se dit que le discours a peut-être été faussé. Donc on va essayer de comprendre pourquoi, ou s'il n'y a pas un adulte qui a essayé de lui mettre certains mots dans la bouche. Donc tout ça, c'est toute la difficulté de l'audition d'un enfant. Il y a un manque de vocabulaire, mais l'audition, ce n'est pas que les paroles, c'est la gestuelle. C'est pour ça que les auditions de tous nos mineurs sont filmées, parce qu'à l'étude, il y a les attitudes d'enfants, on n'a pas besoin d'avoir les mots. On comprend tout de suite que là, l'enfant est en train de raconter ce qu'il a subi, et c'est la vérité. Là, on ne se pose pas de questions. Voilà, il y a une gestuelle, il y a un comportement. Voilà. Et nous, on revoit les films, et il faut savoir que quand on fait notamment à la brigade de protection des mineurs l'entretien avec un enfant dans une salle dédiée à cet effet, il y a le fonctionnaire qui discute avec l'enfant, puisqu'il n'y a pas de machine à écrire, il n'y a pas d'ordinateur, c'est un entretien sur un canapé, sur un petit fauteuil avec l'enfant, mais tout est filmé, et il y a un autre fonctionnaire derrière une vitre sans teint qui observe tout ça, qui peut poser des questions par l'intermédiaire d'une oreillette au fonctionnaire qui est en audition avec l'enfant, parce que des fois, vous n'avez pas tout qui vient en même temps, vous avez quelqu'un qui a plus de recul et qui aura remarqué quelque chose que le collègue n'aura pas vu, et voilà. C'est un travail à deux, et ensuite on peut, comme on a une psy aussi au service, elle peut assister dans certains cas derrière la vitre sans teint à cette audition, elle peut nous décrire dans le comportement de l'enfant aussi, voir un peu tout ce qui perturbe cet enfant, tout ce qui peut amener à avoir les éléments intéressants de notre enquête. Alors c'est quelque chose, c'est pas une vérité absolue, c'est pas quelque chose d'établi, on peut rebondir, on peut sortir de nos schémas selon les propos de l'enfant, parce qu'on a une façon de travailler, on nous a appris comment procéder à les auditions de l'enfant, mais des fois, la vie fait que, ou la réaction de l'enfant fait que vous sortez complètement et que vous approchez aussi de la vérité parce que vous êtes en osmose avec l'enfant. Voilà, donc là, il n'y a pas de vérité absolue, on essaye, c'est pour ça que je dis que l'enfant, il ne ment pas à 4, 5, 6 ans, il sait pas ce que c'est la sexualité, il sait pas ce que c'est... Non, il y a plein de choses, il n'a pas encore appris, il n'a pas encore l'éducation à l'école, ni des parents, donc il vous raconte une histoire. C'est à vous à savoir aussi l'interpréter, la comprendre, et
Voilà, et puis ou savoir si l'enfant vous raconte une histoire vraie ou s'il vous raconte une histoire qu'il a entendue ou qu'il a racontée à d'autres pour faire plaisir. Mais vous êtes personne neutre, il n'est pas là pour vous faire plaisir, il le sait. Vous êtes l'inconnu. Donc à vous, il va peut-être plus à être dans la vérité qu'avec des personnes proches à qui il voudra faire plaisir. Ouais. Et du coup, en commissariat, parce que du coup on parle d'enfants, est-ce que du coup les salles sont adaptées? Est-ce que les personnels, on sait que du coup en BPM il y a plus de personnel féminin et des psychologues. Ouais. Alors à Paris, il y a une salle actuellement, il y a 2 salles, c'est à la BPM, il n'y en a pas en commissariat. Okay. Et de toute façon, dès qu'on est sur des agressions sexuelles ou des violences faites aux enfants, nos collègues de commissariat ne sont pas habilités à faire les auditions. Et ils nous amènent les enfants et c'est nous qui procédons aux auditions. Okay. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas d'endroit. Certains sont formés, donc ils peuvent entendre des jeunes enfants de 7, 8, 9 ans, 10 ans sur des petites violences, sur des situations familiales particulières. Ils peuvent les entendre, mais tout ce qui est sexuel, agression, suspicion et viol, ils n'ont pas la compétence. C'est la brigade de protection des mineurs, donc c'est nous qui avons la salle dédiée et les fonctionnaires formés à cet effet qui pourront entendre les enfants. Okay. Alors ça, je vous parle pour Paris. Très bien. Et il faut dire aussi qu'en France, nous avons un passif avec les mineurs, et notamment l'affaire Outreau, qui a été une manipulation de fonctionnaires, de juges, et aussi d'enfants. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors avant Outreau, j'étais pas à la BPM, donc je ne peux pas dire. Moi, je suis arrivé, tout était déjà en place. Et de toute façon, effectivement, Outreau, c'est pas tellement l'audition des enfants, c'est la manipulation des fonctionnaires et du juge par les auteurs. Ouais. C'est pas la même chose. Après, bien sûr, on a tous progressé. De toute façon, moi j'ai fait 38 ans de police, ça a été dans la relation humaine, dans l'apprentissage, dans les sciences. On a progressé surtout. Donc effectivement, on est en progrès perpétuel. Et maintenant, on continue à progresser. Suite à Outreau, il y a une façon de procéder à l'audition des enfants. Et là, on applique un nouveau protocole, le protocole Niche qui vient du Canada. Et voilà, et on s'améliore petit à petit. N'empêche, même avec tous ces protocoles, il y aura des moments où l'instant, la relation avec l'enfant fera qu'on sortira du protocole et on obtiendra un résultat aussi bon. Ouais. Mais ça, c'est l'instinct du policier, c'est la formation, c'est des choses qui sont inexplicables. Et j'ai vu des auditions magnifiques dans le sens où on avait la réalité, on avait tout, mais on est sorti des chemins battus. Voilà. Ouais. Sans porter préjudice à l'enfant, hein, attention, hein, c'est toujours un entretien, une relation avec l'enfant. Mais il y a des moments où le lien se fait fort, le policier est dans le momentum, dans la relation avec l'enfant, à l'émoi approprié juste, et ça coule de source, sans appliquer un protocole fermé. Voilà. Donc là, après, c'est de l'humain. Ouais. Moi, on a les aides, on a la formation, on a tout ça. Et puis après, c'est l'humain. L'alchimie, elle va passer, elle ne va pas passer. Et ça on ne peut pas le prévoir à l'avance. D'accord. Mais est-ce que, justement, on peut imaginer des parents qui pourraient manipuler leurs enfants pour diverses raisons? C'est le quotidien. Voilà, c'est ça. Non, c'est le quotidien. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'en haut lieu ou que certaines personnes aiment entendre, mais c'est la réalité. Ouais. Je ne dis pas qu'il y en a beaucoup, mais il y en a. Il faut savoir les détecter. Il faut savoir, la manipulation, dès que vous avez un enfant, et même sans vouloir le manipuler, l'inquiétude du parent, l'inquiétude légitime, l'angoisse du parent, l'enfant la ressent. Donc, pour faire plaisir à ses parents, il va aller dans leur sens. Mais les parents ne le manipulent pas. C'est à nous à pouvoir déchiffrer ça. Il n'y a pas les parents qui sont en train de dire « tu vas dire ça », c'est pas vrai. Mais ils sont tellement à poser des questions, ils sont tellement angoissés par les sujets, et puis les enfants, ils ont les oreilles qui traînent, et si les parents s'expriment devant eux, il enregistre tout, et il va aller dans le sens des parents, ce qui n'est pas le sens de la vérité tout le temps. Voilà. Alors dans certains cas, oui, il y a une vraie véritable manipulation. Celle-là, on la détecte assez rapidement. Mais souvent, on est dans l'inconnu, l'enfant nous raconte une histoire, mais par rapport au ressenti des parents, ce qui n'est pas sûr que ce soit la vérité. Ouais. C'est le plus dur. C'est cette limite-là qui est difficile. La manipulation, on la voit tout de suite, assez rapidement. On la voit assez rapidement. Elle est rare, mais on la voit. C'est pour ça aussi qu'elle ressort plus facilement, parce qu'elle est maladroite, elle est rare. Elle existe, il ne faut pas dire qu'elle n'existe pas. Mais elle n'est pas non plus, c'est pas quelque chose qui est tous les jours. Hein, non. Par contre, ce qu'il faut discerner, c'est l'enfant qui tient un discours pour faire plaisir à ses parents. Ouais.
ou pour aller dans le sens de l'inquiétude de ses parents. Ok. Voilà. Et du coup, donc la brigade de protection des mineurs, c'est une brigade qui est... Est-ce que déjà c'est une brigade spécialisée, est-ce qu'elle est si dure que ça mentalement? Ah, mais c'est pas... Oui, vous êtes au contact des plus faibles et vous êtes au quotidien, c'était mon quotidien, c'est le quotidien de mes collègues, tous les jours, vous avez des viols, des violences sur des enfants, des abandons, tout ce que vous... Voilà, l'horreur sur des enfants. C'est notre quotidien. Donc après, oui, elle est dure. Elle est dure pour ça. Et c'est pas quelque chose... autant moi, pendant toutes mes premières années de police, comme je le dis souvent, je pouvais raconter nos courses-poursuites, les portes fracturées, les interpellations mouvementées, des belles affaires ou de stupéfiants ou de braquages. Enfin, parce que je peux les imager, les gens, ils vous suivent un peu parce que tout le monde a lu des polars et a fait des films. Et nous, on peut raconter ça. Et ça, je pouvais animer des repas de famille ou informer ma famille de ce que je faisais. Autant, depuis que je suis à la brigade de protection des mineurs, je balance plus un repas de famille, le viol du petit garçon de 4 ans. Là, je plombe l'ambiance. Ouais. Donc, tout ça, c'est pas racontable. On peut, de temps en temps, oui, sur certaines violences ou sur certains cas particuliers, en faire part parce que c'est la vie de la société, c'est comme ça. Il ne faut pas cacher les choses. Mais on ne peut pas raconter tout ce que je pouvais raconter avant. Qui était plus plaisant, plus vivant que ce que j'ai vu et j'ai vécu aux mineurs. Et tout ça, ce qui vous ne pouvez pas le raconter, qui est quand même une façon aussi de se soulager, vous le gardez pour vous. Alors vous avez intérêt à être équilibré dans votre vie, équilibré dans votre tête, parce que c'est un sac à dos qui est bien chargé. C'est clair. Donc c'est une matière, et j'ai des collègues qui sont des super policiers dans d'autres matières, qui ont peur de rien, qui sont les premiers à l'interpellation, qui sont les premiers à ouvrir la porte. Et quand je leur demandais, après quand j'étais au mineur, de venir au mineur, mais non, ils en avaient peur. Et non, ce serait trop dur pour nous, alors qu'ils ont un quotidien qui est déjà très, très, très dur. Fait de meurtres, de trafic, de violences terribles. Ah ben non, ils ne viennent pas aux mineurs. Ils en ont peur. Et est-ce qu'il y a une règle à suivre en général? Est-ce que les fonctionnaires restent, on va dire, 3, 5, 8 ans maximum, et après ils partent pour... Non, il n'y a pas de règle. C'est soit vous êtes bien, soit vous vous régalez, soit vous vous sentez utile. Là, j'ai un collègue qui est parti il y a quelques mois à la retraite. Bon, il avait fait plus de 30 ans de brigade de protection des mineurs. C'était une figure. Et il a passé toute sa carrière. Voilà, il y était bien, il se sentait utile, il adorait ça, il était impitoyable. Voilà, il a fait une superbe carrière. Voilà. Okay. J'ai quelques collègues qui ont plus de 25 ans de mineurs. Alors, ils sont moins nombreux parce que maintenant, on a plus tendance à changer souvent de service. Maintenant, effectivement, plus de la moitié du service à la BPM a moins de 5 ans d'ancienneté. D'accord. Voilà. Okay. Mais c'est un métier usant aussi. Donc, psychologiquement, il y a ceux qui ont passé parce qu'on vient d'une autre époque et maintenant on est sur fin de carrière qui sont là parce qu'ils aiment ce qu'ils font, mais c'est dur. Et les plus jeunes, au bout de 3-4 ans, ils sont... Parce qu'il y a un travail intense, dur. Et souvent, au bout de 3-4 ans, ils sont usés, ils ont besoin d'aller voir ailleurs, se ressourcer ailleurs. C'est pour ça, dont je parlais. Et vous parliez du coup d'anecdotes dans la famille. Est-ce que quand on a des enfants, est-ce qu'on ne fait pas un parallélisme? Oui, on devient tous un peu parano là-dessus, on devient tous... Oui. En fait, j'ai eu la chance de rentrer à la mineure, ma fille était grande, mais j'étais déjà là où je travaillais, puisque j'étais sur tout ce qui était le viol des femmes majeures. Quand elle est devenue adolescente, que ce soit les sorties, les boîtes de nuit, j'étais comme tout père policier, un peu parano, et il fallait le contrôle avant, le contrôle après, c'est moi qui l'amenais, c'est moi qui allais la chercher, il n'était pas question qu'elle sorte seule, j'avais tous les téléphones, j'avais les amis, enfin voilà. Oui, on est avec tout ce qu'on voit au quotidien, nos enfants, on n'a pas envie que ça leur arrive, et on est à protection maximum. Maintenant, je ne sais pas comment font mes collègues qui ont des tout petits, qui débutent, qui ont des enfants jeunes, quand il faut le confier à une nourrice, quand on voit certains dossiers sur des nourrices, quand il faut le confier à l'école, quand on voit certains... Alors, c'est des cas qui sont... Enfin, nous, on les a, tous ces cas-là, mais sur la masse, il y a plein d'enfants qui ont une vie heureuse, mais va-t-on les confier au catéchisme? Va-t-on les confier... Voilà, à la limite, les enfants, ils ne sortent plus de la maison. Est-ce qu'on va les confier à un club de sport? Non.
la vie doit continuer, il ne faut pas les enfermer parce qu'on a des craintes. Il faut être attentif, il faut faire attention, il faut éviter le risque maximum, mais si ça doit arriver, malheureusement, beau être un enfant de policier formé ou d'autres, de magistrats, c'est pareil, si ça doit arriver, ça arrivera. Vous avez beau prendre toutes les précautions, vous éliminez beaucoup de possibilités, mais le mauvais moment, mauvais endroit, ça peut arriver aussi. Et on sait que c'est un service spécialisé qui est convoité par pas mal de personnes, en tout cas, qui veulent rentrer dans la police. Est-ce que vous auriez des conseils pour ceux qui sont motivés à rentrer dans la BPM? Ah oui, le conseil, c'est déjà, on ne prend pas, alors jusqu'à présent, on ne prend pas les sorties d'école parce qu'on a besoin d'avoir des fonctionnaires de police qui aient un petit peu de bouteille, d'ancienneté, c'est-à-dire qu'il ait vu le travail de policier, qui fait un peu toutes les gammes dans la maison, parce que c'est assez dur chez nous, quand même. Hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur les plus faibles, on est sur les enfants. Et c'est dur à vivre au quotidien, donc on veut avoir des gens qui aient vu autre chose, qui aient un petit peu de pratique aussi, parce qu'il faut avoir un petit peu de doigté quand même pour être à la BPM, pas seulement pour les enfants, mais pour les parents, parce que les parents sont dans un stress énorme, on ne peut pas les recevoir en discuter comme pour le vol d'un autoradio. Hein. Il y a une autre approche, et ça vous l'avez avec la pratique. La pratique, c'est la vie. Vous prenez un jeune qui a fait des études, qui a 24, 25 ans, vous le prenez, à 25 ans, il n'a rien vécu. Donc après, on préfère qu'il ait au moins 3, 4 ans d'ancienneté, déjà en commissariat ou dans d'autres services, mais qu'il ait un petit peu touché à autre chose, qu'il ait eu sa part d'horreur aussi, hein, en fonction du métier, de la partie qu'il faisait. Qu'il soit confronté à un travail d'équipe aussi. Ouais. Et à ce moment-là, effectivement, nous, on fait des entretiens de recrutement et on recrute, on fait faire des stages. Absolu, le stage de 15 jours chez nous, il faut déjà voir, parce qu'on se fait des idées de l'extérieur, mais peut-être qu'une fois, si c'est pour que le fonctionnaire vienne avec la boule au ventre au boulot, non, on ne veut pas. On veut qu'il vienne heureux au travail. C'est ça. Il y a beaucoup de boulot de ça, mais qu'il ait une mission à accomplir, qu'il se sente concerné. Quelqu'un qui arrive avec la boule au ventre, il ne fera rien. Et le stage sert à ça, c'est-à-dire qu'il mettra le nez dans la réalité, dans notre quotidien. Et notre quotidien, c'est comme je vous dis, c'est des viols tous les jours, des agressions sexuelles, des violences graves sur des enfants, des enlèvements d'enfants, voilà. Donc, qu'il ne soit pas choqué. Si les 15 jours de stage se passent bien, le courant passe avec les équipes, il a le bon état d'esprit, et que lui a supporté cette période-là, après, il fera partie de notre vivier à recruter. Ok. Quelles sont les qualités pour rentrer à la BPM ? Je ne pense pas qu'il faille des prérequis. Il faut avoir de la patience, de l'obstination, de la curiosité intellectuelle, de l'appétence, de l'empathie. Enfin, il y a plein de petites choses que vous additionnez, et ce qui vous permet de traverser tout ce que vous allez traverser dans votre carrière de policier. Si vous n'êtes pas curieux, si vous n'êtes pas persévérant, si vous n'êtes pas un esprit d'analyse, vous allez louper pas mal de choses et vous allez vous ennuyer. Il y a des renouvellements, faire des formations. Enfin voilà, il faut vouloir progresser aussi. Il faut vouloir aussi, moi, ce qui me tient à cœur, c'est le travail d'équipe. Oui, voilà. Moi, j'ai eu la chance de démarrer dans des petites équipes au bas de l'échelle. Ensuite, avec l'ancienneté, je suis devenu chef de groupe, donc j'ai dirigé des équipes. Ensuite, je suis devenu chef de section, donc j'ai dirigé plusieurs groupes. Mais quand vous êtes chef, c'est le travail d'équipe. Et moi, mes plus belles affaires, ça n'a jamais été en solo. Ça a été avec les équipes. Et c'est le collègue qui vous a amené ça, c'est le collègue qui va l'éclair de génie de penser à ça, parce que vous ne pouvez pas penser à tout. Voilà. Et c'est cette osmose qui fait que vous avez un travail fantastique, travailler en équipe. Si vous êtes un solitaire, la police judiciaire, c'est pas pour vous. C'est ça. Oui, au final, c'est des qualités qu'on recherche en police judiciaire plus largement. Un bon état d'esprit, la volonté. Pas être fainéant, ne pas regarder ses horaires. Oui, bien sûr. Voilà. Après, l'avantage aussi dans la police, c'est que vous pouvez bouger. Hein. Si au bout de 4-5 ans, ce que vous faites ne vous convient pas, on vous invitera à aller voir ailleurs. Vous le faites de vous-même ou la hiérarchie vous invitera parce que vous ne faites pas ce qu'il faut. Dans les anecdotes, est-ce que vous avez un meilleur et un pire souvenir dans votre carrière ? Si on peut réduire aux mineurs ou sinon plus largement. Les pires souvenirs, c'est ceux de tous les fonctionnaires. C'est quand j'allais sur des morts.
violentes. Ouais. C'était les pires souvenirs. C'était des moments, vous ne faites pas le fier, vous n'êtes pas le fanfaron. C'est toujours difficile à appréhender quand vous savez que vous allez sur une scène de crime. Voilà, tout ça, c'est des souvenirs que j'ai jamais aimé ces moments-là. Ils sont nécessaires à l'enquête, mais j'ai jamais aimé. Après, des mauvais souvenirs, non, après des situations de grande solitude, dans un sous-marin à planquer dans le froid, sous la pluie, sur des toits, caché dans une poubelle d'immeuble à surveiller pour un trafic de stupes. Ouais, sur le moment, vous vous dites qu'est-ce que je fous là, c'est difficile. Après, quand vous y repensez, c'est des bons souvenirs. C'est pas des mauvais souvenirs, c'est des bons souvenirs. Non, voilà, c'est tout ce qui était la mort. J'ai jamais été un fan. Ouais, et toutes les morts différentes que j'ai vues, ne m'ont pas laissé. Voilà, pour moi, c'était le côté déplaisant du métier. Et pourtant, il y a des choses déplaisantes à faire, hein, mais c'était celle-là. Parce que la mort, on la voit sous toutes les manières, sous toutes les formes. Sous toutes les formes, c'est le noyé, le pendu, le suicidé par arme à feu, le corps que vous découvrez 15 jours après, qui a un mois de... Voilà, alors vous avez les odeurs, la vision, toutes ces choses-là qui sont totalement désagréables. Et c'est un passage obligé d'être sur l'enquête d'essai. Voilà. Ça, c'est le côté négatif. Et bien sûr, après, quand sur les mineurs, j'ai fait des morts aussi. Alors là, c'est les enfants. C'est encore plus traumatisant. Parce que l'enfant, c'est pas lui qui s'est suicidé. Il y a quelqu'un qui se suicide, c'est désagréable. Il a fait l'acte lui-même. Quelqu'un qui est tué dans une bagarre, dans un règlement de compte, il y a une action qui est faite par lui. Un enfant, il n'y a aucune action. L'enfant, il est tué par un adulte. Il s'en prend à quelqu'un de faible. Voilà, et il n'a rien demandé, l'enfant. Il est au début de sa vie. Alors ça, c'est encore plus dur. Et puis, voir des corps d'enfants tués, voilà. Ça, c'est encore plus désagréable que le reste. Voilà. Après, les moments plaisants, c'est toujours pareil. Toute la carrière. Non, c'est les interpellations. Oui, évidemment. Voilà, et le mieux, c'est l'interpellation. Après un moment... quand à 6h du matin, comme je dis 5h59, quand on est derrière la porte, on a l'adrénaline, on est tremblant, on pense à tout est calé, qu'est-ce qui va se passer? Parce que dans la seconde ou dans la minute qui suit, vous ne savez pas. Ça va bien se passer, ça va mal se passer, on va avoir des blessés, des morts, voilà. Donc cette adrénaline, 5h59, où vous êtes derrière la porte, et le top départ qui libère tout. Porte cassée, investigation des lieux, enfin voilà. Ça, cette poussée d'adrénaline, ou l'interpellation, c'est pas nécessaire d'avoir une porte cassée, des fois, d'être derrière une porte ou en sortie d'une voiture, d'avoir repéré, notamment quand on a interpellé nos violeurs, de les avoir repérés, et le gars se pointe vers vous innocemment, il ne sait pas que vous êtes là et vous lui tombez dessus. Voilà. Tout ça, c'est une montée d'adrénaline, c'est un plaisir intense. Après, il reste tout le boulot à faire, la procédure judiciaire, mais ça y est, quelque part, vous êtes à fond dans votre dossier, vous avez gagné entre guillemets, et en avant. Voilà. Ça alors, il y en a des centaines dans toute une carrière, bien sûr. Oui, j'imagine. Il n'y en a pas un. Chacun a apporté son lot de plaisir. Après, même si derrière, vous avez 48 heures non-stop de procédure, à ne pas dormir, à avoir des ratés, l'informatique qui ne fonctionne pas, l'avocat qui ne vient pas, tous les ratés de la vie habituelle, vous râlez après la terre entière parce que rien ne fonctionne. Mais vous y arrivez. Vous faites vos 48 heures ou 96 heures, vous êtes mort à la fin, mais vous y êtes arrivé. Donc voilà, c'est ces plaisirs-là. Alors que sur le coup, vous êtes crevé. Et derrière, bien sûr, souvent, nous, on faisait ça, que ce soit en commissariat, quand on faisait du stup, tout ça. Dès qu'on avait fait une belle affaire, en DPJ, le petit repas du vendredi avec le groupe, pour souder, pour débriefer, pour se dire les choses aussi, ou en rire d'autres, parce que tout n'est pas drôle, il y a des situations catastrophiques, mais on arrive à les rattraper, et à se moquer de nous, et c'est ce repas qui, toujours, c'est l'esprit de groupe, c'est fédéré. Voilà, ça c'est les grands moments aussi de toute une carrière. C'est derrière, c'est la satisfaction, on a fait une belle affaire, on a tous bien bossé, on est contents de nous, on a été ensemble, on a tous on fait notre travail, passé nos heures, mais c'était des bons moments. Et on a servi à quelque chose, parce que le but aussi, cette finalité de policier ou de se faire plaisir, c'est on joue un rôle dans la société, c'est-à-dire que quand vous arrêtez un violeur, un braqueur, un tueur, voilà, vous avez servi à quelque chose. Bien sûr. Il y a tellement d'autres endroits, d'autres métiers où les gens, même s'ils servent le système, la société, ne s'en rendent pas compte ou ne le voient pas. Nous, on a cette satisfaction, c'est de le voir. Alors même si après, le service après-vente n'est pas terrible, mais ça, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est ma vie au quotidien
dans le métier de policier. Ouais. C'est un peu, en fait, une des principales vocations, hein, d'ailleurs, de servir la société, aider les personnes, Ouais. Mais c'est pas celle protéger les gens. qui m'a motivé. Oui. Voilà. Ça vient à partir du moment où vous rencontrez, parce que quand vous êtes à l'extérieur du métier, vous avez des belles images, vous envisagez plein de choses, vous imaginez plein de choses. Puis après, il y a le quotidien. Le quotidien, c'est ce que j'appelle, il y a le tiers-monde, il y a le quart-monde. Il y a la société dans sa nudité, dans son horreur. Et vous la découvrez. Vous découvrez les gens qui sont super, et puis des gens terribles, mais vous faites avec. Et c'est là que vous vous rendez compte que finalement, quand une femme violentée, battue, des enfants battus, et que vous arrêtez cette violence, vous dites, voilà, j'ai servi à quelque chose. Ouais. Par une enquête, par une intervention, vous faites placer un enfant, vous sortez un enfant d'une famille nocive, vous dites, ouais, voilà, cet enfant, si on peut le récupérer, s'il a un bon suivi, il aura une vie normale. Ouais, c'est essentiel. Voilà. Et vous le sortez de quelque chose de nocif. Voilà, là vous vous dites, waouh, ma journée, voilà, je ne suis pas allé bosser ce matin pour rien. Voilà. Ouais. Voilà, moi je le dis là, mais c'est les équipes, Bien sûr. tous les fonctionnaires, c'est comme ça. Toujours travail de groupe, mais... Voilà. Ok, vous parliez de perquisition tout à l'heure. Est-ce que vous avez eu peur, enfin j'imagine que vous avez eu peur dans votre carrière, Oui. à de nombreuses reprises, sûrement. Oui. Est-ce que vous avez une anecdote vous avez vraiment eu peur pour vous, pour vos équipes J'ai eu peur, alors pour ma vie, une fois, ouais. On avait interpellé, c'était une affaire de coup de feu dans une cité. On interpelle au matin, on identifie le gars, on l'interpelle au matin, c'était un bon petit enfoiré. On le menotte dans le dos, voilà. Et il avait plusieurs frères, donc on maintenait dans chaque chambre. Et moi, je me retrouve avec l'auteur principal dans sa chambre où je fais la perquisition. On avait des armes à feu à retrouver. Et je suis avec une collègue féminine et moi, et en présence du gardé à vue, puisque bien sûr, il est présent lors de la fouille de sa chambre. Et on l'a à l'œil. Il est debout, il est menotté dans le dos, donc pour nous, il est inoffensif. Et on ne se rend pas compte, tout doucement, il se dirige vers une fenêtre qui était un peu une fenêtre basse. Et il arrive avec la main dans le dos à tourner la poignée de la fenêtre. Ok. Donc et nous, on fouille, on le regarde de temps en temps, on fouille la pièce. Donc la porte était gardée, donc il ne pouvait pas s'échapper pour nous. Donc on était au 4e étage. Ouais. Et d'un coup, la fenêtre s'ouvre et il se jette tête la première. Donc menotté dans le dos, tête la première. Je me précipite, je le rattrape au niveau de la taille. Oh. Seulement, il avait déjà passé la moitié du corps et il m'entraîne. Et moi, je commence à basculer. Et ma collègue qui était présente féminine appelle du renfort parce qu'elle n'a pas le poids, la force. Et c'est un pote qui faisait du sport de haut niveau qui est arrivé et qui a réussi à me rattraper par les pieds. Alors moi, je tenais toujours mon gardé à vue par la taille, enfin, c'est-à-dire la ceinture du pantalon. Oh. Lui, il avait la tête dans le vide. Enfin, il était déjà basculé. Moi, j'avais la tête dans le vide et j'avais la moitié de mon corps qui était parti dans le vide. Et mon collègue m'a rattrapé par les jambes, par les pieds. Il a posé ses pieds contre le mur et avec sa force, il a réussi à me remonter. Moi, je n'ai pas lâché le gardé à vue. Voilà. Là, je me suis vu, parce que j'ai vu le bitume en bas. Ouais. J'ai pas lâché mon gardé à vue parce que voilà, mais je me suis vu partir avec. Ouais. Là, le film, il est passé. Alors, Ouais, ça a duré 1 minute, le temps qu'il me remonte. Ça n'a pas été facile. Ouais. Le temps que tout le monde arrive aussi et qu'il l'aide. Mais c'est 10 secondes où j'ai été dans le vide et que ça a basculé, que j'ai eu les pieds attrapés et où la situation s'est stabilisée. Et ensuite, tout doucement, on m'a remonté. Voilà, là, je peux vous dire, j'ai eu des courbatures, des bleus derrière. Voilà. Ça a été le moment où je me suis vu partir. Ouais. Voilà. C'est un film d'action finalement. Voilà, là, ça a été une situation, voilà, là, oui. Après, on a eu un collègue qui, la porte s'ouvre et il se retrouve avec un fusil sur le ventre et nous, on est derrière avec nos armes, on braque le gars, il dit qu'est-ce qu'on fait? Qui va tirer le premier? Waouh, ouais. Et en fait, heureusement, on a gardé notre sang-froid. Le fusil de chasse n'était pas chargé, mais ça, on ne sait pas. Et on n'a pas eu le... Enfin, voilà, on s'est dit ça s'est bien terminé. Mais s'il avait tiré, notre collègue se faisait couper en deux, parce qu'on était à bout touchant. Bah oui. On se serait dit toute notre vie, pourquoi je n'ai pas tiré d'abord? Dramatique. Et si je tire d'abord, je tue le gars et que je me rends compte que le fusil est vide, là aussi. Enfin voilà. Alors c'est des situations... Gros dilemme. Voilà. Ouais. Mais là, on parle de perquisition sur des individus donc potentiellement armés. Vous intervenez sans service spécialisé? Alors à l'époque,
À Parce l'époque. que dans les- maintenant, on Oui. sait qu'il y a des groupes d'intervention. Oui, oui, mais à l'époque, on était des guerriers, Ok. on y croyait, on y allait, on n'avait même pas de gilet pare-balles, bon, voilà, c'était comme ça. Mais voilà, on était investis, je dirais, c'est un meilleur mot, mais on était des policiers indestructibles. D'accord. C'était complètement débile, hein, parce qu'on se faisait... Mais voilà, on croyait en nous, ça devait passer. Maintenant, c'est vrai que dès qu'on sait qu'il y a des armes, on fait appel à un service spécialisé, on est avec eux, mais c'est eux qui rentrent toujours en premier. Ouais, Parce que l'administration ne veut plus prendre de risques, et c'est bien, hein. c'est bien. Tant mieux, mais nous on était un peu tête brûlée. Ouais, ouais. Alors, à partir du moment où on était 7 ou 8 pour investir un appartement, même s'il y avait un voyou, on considérait que c'était suffisant. On n'allait Ouais, pas ouais. faire appel, toujours ce côté, on va faire appel aux autres, mais on n'a pas besoin des autres, on est Ouais, assez c'est fort. ça. C'est un raisonnement à courte vue, ça c'est sûr et certain. J'ai eu la chance que toutes les fois, ça s'est très bien passé, ça s'est très bien terminé, même malgré quelques belles peurs, ça s'est bien terminé pour moi et mes collègues. Mais dans notre cas, ça s'est mal terminé. Donc effectivement, on comprend. Et maintenant, nous, à la BPM, quand on intervient sur des situations, notamment sur des trafics d'enfants, dans des camps, effectivement, c'est des services spécialisés qui interviennent avec nous. On ne peut plus se permettre, nous, d'y aller comme ça, la fleur au fusil, un petit peu. Ça fait un peu film d'action. Et en parlant de film, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé du film Police et plus généralement du film Bac Nord, qui donc tous deux parlent de la police. Le premier sur les mineurs et le deuxième sur les bacs à Marseille. Alors, le film Police, alors, je vais dire que du bien, après, la façon dont c'est filmé ou le film en lui-même, mais le sujet que du bien, parce que c'est le film qui a fait parler ou fait apparaître toutes les services, les brigades de protection des mineurs aux yeux des Français, parce que c'est un film grand public. Il faut savoir que pour le film, la réalisatrice était venue à la BPM et y avait passé quelques temps. Et ce que je plais à rappeler aussi, c'est que toutes les situations concernant les enfants qui sont dans ce film, et certains dialogues, sont des situations réelles. Le papy qui agresse sa petite fille, la femme en état d'ébriété qui fait tomber le nourrisson sur la voie publique, tout ça, c'est des faits réels. Et ça a elle a fait son scénario à partir de situations réelles, et après, elle a mis ses personnages. Donc pour nous, c'est très bien, parce que les gens ont pu voir le quotidien, entre guillemets, des fonctionnaires de la BPM. Après, tout ce qui tourne autour des fonctionnaires, leur vie, leurs déboires, c'est la vie, on n'est pas comme ça, mais il faut meubler, et puis c'est bien tourné, c'est bien filmé, il y a des bons acteurs, donc il n'y a rien à dire. Mais au niveau réalité, on est proche sur les faits des mineurs de la réalité. Okay. Et le film Bac Nord, vous l'avez trouvé aussi réaliste? Alors le Bac Nord, oui, c'est un film où il y a plus d'action, Ouais, mais ça montre aussi la difficulté de nos collègues des bacs sur le terrain, où en fait beaucoup de gens ont tendance à minimiser les risques et le danger. Et ce qu'on voit dans Bac Nord, même si les coups de feu, tout ça sont peut-être un peu, c'est un film d'action, mais le problème qu'ils subissent dans les cités, l'interdiction d'entrée, le pas de vague, ça c'est la réalité. Et où on est obligé d'employer des subterfuges, comme dans le film, pour pouvoir faire un coup d'achat, ce qu'on appelait à l'époque. Ça, on le faisait il y a 30 ans, maintenant c'est interdit. Mais si vous voulez avancer, si vous voulez bosser, il faut à un moment donné utiliser des moyens qui sont peut-être pas dans le code, mais qui vous permettent de mettre à mal ou de détruire un réseau. Alors avant, on pouvait se le permettre, maintenant c'est fini. Donc le film, effectivement, c'est l'histoire de cette équipe, puisque c'est basé à partir de faits réels, qui ont eu besoin d'un peu franchir la ligne jaune pour faire tomber des réseaux. Voilà. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Ok. Et le film est prenant, est très bon, il vous prend aux tripes et vous en ressortez secoué. Et voilà, et on est... il y a pas mal de réalité du quotidien de nos collègues des bacs. Bien sûr. Ça, c'est sûr. Ouais, qui est un travail de terrain. Très dangereux, très difficile, sans reconnaissance, puisque voilà, vous êtes les premiers à être critiqués. Toutes les conneries, ça vient de vous, hein, bien sûr. Les gens que vous interpellez sont tous des gens bien élevés, sympathiques, et c'est vous, les méchants, qui leur faites du mal. Ouais. Voilà. Et ça, je pense qu'on n'enlèvera jamais de la tête de certains citoyens, et ça restera comme ça tout le temps. Pour revenir sur les mineurs et les violences intrafamiliales, plus largement, sur un fait d'actualité, donc on a eu un confinement pour le Covid-19. Est-ce que ça a été un réel accélérateur de violence? Oui et non. D'accord. Parce que non, oui et non. Le fait... en fait, pour moi, ça a été
dans nos chiffres, attention, hein, je reste parisien, je ne parle pas de la France, je reste sur nos statistiques à nous, ce qu'on a vécu ces deux dernières années, notamment la première année où il y avait eu des confinements forts, hein, nos 3 mois de mars à mai où on a été enfermés. Il y a eu des situations de violence, mais sans plus. Par contre, ce qu'on a vu en forte diminution, c'est tout ce qui est sexuel au sein de la famille. D'accord. C'est-à-dire les agressions. Et oui, tout le monde était là. Le père ou le grand frère ou le beau-père, n'importe qui, ne s'est jamais retrouvé seul avec un enfant comme il pouvait en avoir l'habitude. Là, il y avait toute la fratrie. Il y avait la maman, il y avait les parents, tout le monde était là. Donc, sur cette période-là, on a eu une baisse énorme de tout ce qui était sexuel au sein de la famille. Ok. Parce qu'il n'y avait pas de possibilité. Tout le monde était là. L'agresseur, il le fait quand les enfants sont à l'école, la maman est aux courses, voilà, et la maison, il ne reste plus que lui et l'enfant. Là, il n'a pas pu être seul pendant... il y avait tous les enfants. Donc, nous, on a constaté ça à Paris. Okay. Effectivement. Et on n'a pas eu une explosion, alors peut-être les commissariats, mais pas la BPM, on n'a pas eu une explosion des violences sur les enfants. J'ai envie de revenir sur, donc, pour résumer, vous avez fait un reportage sur donc Canal+, l'enquête de ma vie, qui retrace en fait l'enquête sur un individu particulier. Oui, en fait, c'est un violeur en série qui a fait la une des journaux, effectivement, Patrick Trémaud. Voilà. Où il y avait déjà eu un fait entrer l'accusé, une enquête criminelle sur le sujet. Et là, on m'avait relancé sur ce dossier-là, mais pour faire c'était une nouvelle émission qui concernait les policiers, qui sélectionnait l'affaire qui avait marqué leur vie de policier. Et donc, effectivement, dans ce reportage, réévoquer à nouveau cette affaire, hein, puisqu'elle a eu des rebondissements. Et c'est une affaire, effectivement, elle est intitulée l'enquête de ma vie parce qu'elle a influé sur ma carrière de policier et sur ma vie privée. Voilà. Donc, parce que du coup, c'était, donc, pour résumer, une histoire de viol, donc des récidives de viol, à chaque fois donc, dans des parkings, dans des ascenseurs. En fait, oui, c'était un violeur en série dans les années 90 qui violait les femmes dans les parkings ou les ascenseurs des immeubles de tout l'Est parisien, puisque tous les immeubles neufs avaient été construits là, donc c'était des cités avec des entrées parking et il avait un accès. Et il agressait toutes ces femmes au milieu de la nuit quand elles rentraient en voiture du travail, de soirée, du restaurant, et seul. Et du coup, il était plutôt efficace parce qu'il a fait malheureusement beaucoup de victimes. Oui, il a fait beaucoup de victimes, il a été condamné. Sans laisser de traces. On l'a interpellé, après un an d'enquête, on a réussi à l'interpeller. Ouais. Il a été condamné à de la prison. Et ce qui fait que dans ce dossier-là, puisque nous avons eu affaire à plusieurs victimes, au terme du procès, c'est ce qui fait basculer beaucoup de choses, c'est que un certain nombre de victimes, pour remercier les enquêteurs, nous avaient invités au restaurant. Ouais. À notre grande surprise, parce qu'en général, les victimes, on les voyait pendant notre enquête et après, on ne les voyait plus. On ne savait pas ce qu'elles devenaient, on ne connaissait pas leur vie. Voilà, nous, on passait à d'autres dossiers et ces femmes, voilà, on n'avait plus de nouvelles, plus rien. Et là, on les revoit plusieurs années, 3 ans après les faits, notamment, puisque le procès a eu lieu 3 ans après l'interpellation de Patrick Trémaud, et on les revoit. Et chacune nous raconte son bout de vie, comment elles ont ressenti notre accueil, notre travail, et comment elles ont vécu après. Et là, je découvre, entre autres, voilà, la vie d'une victime, puisque moi, je la côtoyais, mais le temps de mon enquête, et je m'en préoccupais pas plus que ça. Et pour moi, je découvre ça, c'est une révélation, et j'ai sympathisé avec certaines de ces victimes, et voilà, on a eu beaucoup d'échanges, on a fait beaucoup de soirées, et j'ai appris à les connaître, j'ai appris à connaître leur vécu. L'une d'elles a écrit un livre et a fait un reportage sur son vécu, et il a été lancé par 2 d'entre elles, ont fait les démarches nécessaires parce qu'elles se sont rendues compte, autant les policiers avaient été sympas, avaient fait ce qu'ils avaient pu et avaient interpellé leurs violeurs, autant il y avait des manques, des maladresses. Et pour elles, ça s'était bien passé, mais pour d'autres victimes, ça s'était beaucoup moins bien passé. Donc elles considéraient qu'il y avait peut-être une formation, parce qu'il n'existait à l'époque, dans les années 90, aucune formation là-dessus. Et grâce à elle, a été mis en place par le procureur de la République et le directeur de la PJ de l'époque, un module, un stage de formation d'accueil et d'audition des femmes victimes de viol.
j'ai eu la chance donc d'intervenir à chacun de ces modules, où intervenait une victime qui parlait aux fonctionnaires de son vécu, un psy, un avocat, une représentante d'association de victimes. Voilà, et les collègues avaient tout le panel du ressenti. Et ensuite, moi, en tant que policier, j'intervenais sur ma connaissance, mon vécu. Et on évitait, on les formait à faire le moins d'erreurs possibles, le moins de traumatisme aux victimes et à faire un accueil digne de ce nom aux victimes de viol. Voilà. Et ça a été pendant plus de 10 ans de ma carrière, ces formations, en plus de mon travail, bien sûr, puisque moi, la formation me prenait 2 jours. Et après, je continue mon boulot et il y avait des formations tous les trimestres ou tous les semestres pour un certain nombre de policiers. Mais il ne faut pas minimiser ça parce que c'est quand même une avancée assez énorme dans la procédure, dans l'aide aux victimes. Mais c'est surtout l'aide aux victimes. Enfin, c'est grâce à ça. Alors tout n'est pas parfait, loin de là, puisqu'on l'a tous les jours dans les médias, au quotidien. Mais je peux vous dire qu'il y a eu une transformation, et même, puisque j'ai beaucoup travaillé avec les associations, j'ai senti, lors des différentes interventions auprès des associations, c'était pas parfait, mais il y avait du mieux. Voilà, le but, c'est de progresser. Et notamment, je sais que sur Paris, on a progressé, mais il suffit que je dise ça, vous tombiez sur le fonctionnaire ou qui n'a pas été formé ou qui n'est pas fait, parce que vous pouvez être un super bon policier, mais moi, quand j'avais une victime de viol qui arrivait, il y avait certains de mes collègues, je ne les mettais pas en audition, parce que je savais qu'ils étaient un peu trop bruts de décoffrage et qu'il ne fallait pas les mettre en présence d'une victime. Donc je sélectionnais aussi. Ouais. C'est aussi, c'est la connaissance des humains et pouvoir déterminer si on va au clash ou pas. Il ne faut pas traumatiser encore la victime qui sort d'un premier traumatisme. Donc voilà, c'était aussi à nous, à la hiérarchie, à pouvoir déterminer qui était apte ou pas. C'était possible dans mes équipes, ce n'est pas possible partout. Donc on essaye de faire au mieux. Et les collègues, je vois, moi aussi, ça me déchire le ventre à chaque fois que je vois un fait divers où il y a eu des gros loupés, parce que ça rejaillit sur l'ensemble de notre administration, alors qu'il y a beaucoup d'efforts de fait et que même les associations reconnaissent que dans certains cas, oui, mais il faut tendre vers le mieux. Et c'est normal qu'on demande toujours plus, mais il ne faut pas non plus dire que c'est mauvais. Bien sûr. Donc ça, j'ai apporté, parce que ces formations continuent, j'y suis plus depuis plus de 8 ans, puisque les 8 dernières années aux mineurs, je m'occupais des mineurs et non plus des formations majeures, mais je sais que ça continue. Pour justement revenir sur l'affaire Trémo, on sait malheureusement que cet individu a récidivé la première fois qu'il est sorti de prison. Là, il a été jugé il y a 10 ans. Alors, en fait, il est ressorti. En fait, il a été jugé. Il a été interpellé en 95, jugé en 98. Il a été condamné à 16 ans, alors qu'il avait fait 19 victimes. Et il est sorti au bout de 10 ans par le jeu des remises de peine et des bonnes conduites. Donc, il est sorti en 2005, en mai 2005. Et je l'ai réarrêté en septembre 2005. Il avait recommis 3 viols entre-temps. Donc ça avait fait le scandale à l'époque. Voilà. Toutes les premières victimes, les victimes de la première série de viols que nous avions en 95, se sont répandues dans les médias en disant, mais voilà, qu'est-ce qu'on attend? La récidive, aucun texte de loi, aucun... Et suite à ce deuxième procès, le législateur a fait rentrer la récidive dans le texte pour la punition, le suivi, l'obligation de soins, plus à la sortie de sa peine de prison. Là, il est sorti, il a un suivi pendant X années, et s'il ne se présente pas à un seul de ces rendez-vous, il peut être incarcéré sans jugement, sans rien, et il fera un certain nombre d'années supplémentaires. C'est ça. Voilà. Donc, il a fallu effectivement ce fait divers où les victimes se sont battues, les associations aussi, pour que le texte de loi sur la récidive soit promulgué. Et donc ça, effectivement, à l'époque, ça a fait beaucoup de bruit, cette deuxième affaire Trémo. C'est ça, et on sait aujourd'hui qu'il est ressorti en 2021. Oui, il est sorti au mois de juin. C'est ça, le futur nous dira. Voilà, en espérant qu'il ait compris, que les soins qui ont été apportés toutes ces années de prison aient servi, et que il ne recommence plus. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières, en tout cas, dans la pratique, au cours de vos missions? Alors, les difficultés, que ce soit matérielles, humaines, on en a au quotidien, on est habitué à s'en sortir à chaque fois. Dites-vous bien que maintenant, tout est informatisé, mais c'est toujours le dernier soir, au terme de 48 heures ou 96 heures de garde à vue, quand vous mettez fin aux gardes à vue,
qu'il y a un bug informatique, que vous ne pouvez pas sortir vos PV, que vous êtes pris par le temps, qu'il est 1h du matin, qu'il faut que... Voilà. Ça, on a ces moments de stress, ça a été du quotidien, le matériel qui nous lâche, voilà. Ça, on est rompu, on est habitué, les choses qui ne vont pas dans le bon sens, on remonte à contre-courant, ça, pouf. Alors, il y a plein de choses aussi qui vont dans le bon sens, mais bon, c'est toujours dans les moments de stress où on rencontre ces situations, on s'en accommode. Le plus dur ces dernières années, alors pour moi qui suis un policier des années 80, ça a été mes relations avec certains magistrats. Ok. Autant j'en ai eu des géniaux, autant il y en a d'autres, et j'ai eu du mal avec les années à accepter, et notamment ces dernières années, et notamment mes 2 dernières années à la BPM, avec la fonction que j'occupais, la connaissance que j'avais, de devoir affronter des jeunes magistrats brillantes, intelligentes, brillantes, d'une 30aine d'années, même pas des fois dans certains cas, et qui vous donnaient des instructions sur la façon, comment il fallait travailler, comment il fallait... Et ça, j'en ai pas besoin. Enfin, dans mon cadre, j'en ai pas besoin. Après, des conseils ou... Moi, l'image que j'ai de mes magistrats de ma jeunesse, c'est qu'il y avait un échange. Ils nous faisaient confiance. Ok. Souvent, c'est qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, il y avait un échange. Ils tranchaient à la fin. Content, pas content, ils tranchaient. Il y avait un échange. Là, il n'y a plus d'échange. C'est directif. C'est-à-dire, c'est des jeunes magistrats qui vont dire vous allez faire ci, vous allez faire ça. Mais attendez, je ne peux pas faire ci. Monsieur, c'est moi qui... Voilà. Il n'y avait plus de discussion. Alors, de jeunes fonctionnaires, oui, ils acceptent parce qu'ils ont connu que ça. Ils savent que c'est comme ça, c'est le parquet a le dernier mot. Des plus vieux comme moi, non. Donc j'ai eu les dernières années, ça a été le côté le plus dur. Alors, déjà le boulot n'était pas facile, mais c'est ce côté où du mal à se faire entendre, du mal à se faire comprendre et du mal à donner son point de vue. Et ce qui me faisait doucement rigoler, c'est qu'on rattrapait toujours les conneries qui étaient faites parce qu'il y a des fois, je dis pas que c'était tout le temps, mais pas mal de fois, c'était du grand n'importe quoi. Okay. Et nous, on arrivait sur le terrain à sauver les meubles. Ouais. Alors des fois, ils nous remerciaient, ils s'en rendaient compte dans certains cas, mais dans d'autres cas, la mauvaise foi faisait que non, on reste sur nos positions. Alors donc là, ça devenait usant. Du coup, ce qui est assez frustrant quand on a une dizaine d'années de carrière, on connaît notre travail. Et... Je demande pas, je veux pas imposer, je demande à ce qu'on m'écoute. Voilà. Mon point de vue. Pourquoi ? Parce que je suis sur le terrain, j'ai vu les victimes, j'ai la situation, j'ai les fonctionnaires, tout ça. Et quelqu'un d'autre dans un bureau qui est surchargé de travail, qui est dans le stress aussi, parce qu'on est sur des mineurs, là, qui va prendre une décision sans avoir mon point de vue. Ça me gênait. Ouais. Et quand je rappelais derrière pour essayer de faire changer, dans certains cas, ah oui, vous avez raison, monsieur Bertrand, effectivement, je n'avais pas vu ça comme ça. Très bien. Mais dans d'autres cas, c'était non. Non. Et ça, je ne supportais pas. Enfin, j'avais de plus en plus de mal à supporter. Vous avez pris votre retraite récemment. Du coup, j'ai eu écho que vous aviez été applaudi à la sortie du 36 du Bastion par vos collègues fonctionnaires à la BPM. Qu'est-ce que ça fait ? Alors, déjà, donc déjà, le départ à la retraite, je dirais pas, c'est un cap. C'est un cap, vous avez eu 38 ans de votre vie occupé par votre métier, bien occupé, pensez tout le temps. Sur la fin, en tant que chef de section, effectivement, les dossiers, la tête farcie de... Donc, vous dites, quand ça va s'arrêter, qu'est-ce que je vais devenir ? Donc, il y a une inquiétude, le rythme, vous êtes content à la fois de vous arrêter parce que ça devient dur, mais d'un autre côté, mon Dieu. Donc là, il y avait ça. Et de vous séparer de certains de vos collègues, de vos habitudes aussi. Et je dois vous dire que ça a été une totale surprise quand j'ai le moment que j'appréhendais dans ma carrière de policier, c'est le moment où, premièrement, je rends mon arme. Et ça s'est bien passé, le gilet pare-balles. Et ensuite, je vais, juste avant de quitter le Bastion, je vais donner ma carte de fonctionnaire de police qui ne m'avait jamais quitté en 38 ans. Elle a changé, mais je l'avais toujours sur moi. C'était mon armure, si vous voulez. Et quand je vois je signe un procès verbal de destruction et je vois ma carte de police passer au broyeur sous mes yeux. Donc ça a été un moment, oui, ça y est, c'est fini. Là, c'est fini. Et donc, une fois que ça s'est fait, je retourne dans mon service,
puisque c'était au Bastion que ça se passait. Je retourne au service et puis j'avais fait mes adieux dans la journée. Et je quitte le bâtiment. N'ayant plus de carte de police, je suis obligé d'être accompagné comme un visiteur ou comme un plaignant, hein, parce que j'ai plus accès à toute la sécurité. Donc on doit le sas ascenseur, le sas de sortie. Et donc j'ai mon chef d'état-major qui m'accompagne. Et il me fait franchir les portillons de sortie pour donner dans la rue du Bastion. Et là, je tourne pour aller me diriger vers le métro, vers le palais de justice. Et là, je me rends compte que j'ai tout le service qui est aligné en double fil. Et je passe au milieu sous les applaudissements. Je peux vous dire que là, oui, il y a une vidéo qui a été faite et je me rends compte, bon, ça dure 30 secondes, mais je m'enfuis comme un voleur. C'est-à-dire que je ne sais pas quoi faire. Je suis touché, j'ai pas envie de... on n'a pas envie de pleurer, voilà, et je suis très touché par ce... Voilà, c'est un moment intense, j'ai des frissons, il y a une reconnaissance, mais c'est pas ça, c'est que vous savez pas, vous comprenez pas vos collègues voilà. Donc pour eux aussi, mon départ, c'était quelque chose, même si je ne m'en rendais pas compte, parce que la vie continue. Pour moi, c'était quelque chose de partir, mais pour eux, je me suis rendu compte qu'eux aussi, ça avait marqué, que plutôt ça s'était plutôt bien passé, puisqu'ils m'applaudissent, donc je me dis ça va, j'ai pas été trop méchant ou trop mauvais. Et voilà, ça a été un grand moment d'émotion. Et je ne savais pas quoi faire, je suis passé au milieu, je leur ai fait des signes, des merci. Et j'ai filé sans me retourner, c'est une dernière fois pour leur dire au revoir, mais j'entendais, je marchais vers le métro, j'entendais encore les applaudissements. Et voilà, les larmes aux yeux, le frisson, voilà, c'est une émotion énorme. Surtout quand on s'y attend pas et oh le piège. Voilà, donc là ça a été très dur. Est-ce que vous avez eu des plus belles années en particulier? Pourquoi? Et globalement, est-ce que finalement, est-ce que toute votre carrière est une réussite? Est-ce que vous êtes content de votre carrière et épanoui? Alors, la carrière, bon après elle peut se discuter, mais du métier que j'ai fait pendant 38 ans, je ne regrette pas une seule seconde d'avoir choisi ce métier et d'avoir fait effectivement le cheminement. Et après, la carrière, elle est faite de rencontres, elle est faite d'événements, elle est faite de choix aussi. Mais je ne regrette aucun de mes choix. Voilà. Alors, je ne dis pas que ça a été du bonheur tout le temps. Il y a eu des situations difficiles, des grands moments de solitude, des moments horribles, des moments de questionnement. Alors, pas de questionnement pourquoi je fais ce métier, mais questionnement, mais qu'est-ce que je fais là voilà, sur tout ça. Mais non, ça a été, dans la globalité, ça a été génial. Les meilleures années, bon, je ne peux pas dire, si, elles sont différentes. C'est-à-dire les débuts en commissariat où on découvre la vie, mais j'avais les yeux grands ouverts tous les jours, j'avais une leçon de choses, on n'avait rien, on se débrouillait, c'était des courses-poursuites sur les toits, voilà, c'était du grand n'importe quoi, mais c'était des années de jeunesse à Paris et que du bonheur. Ensuite, les meilleures années ensuite dans tout ça, c'est quand à la 4e DPJ et à la 2e DPJ, quand j'ai été chef de groupe, où j'ai pu diriger pendant plusieurs années des groupes, des équipes que j'avais sélectionnées. Ça a été que du bonheur, ça a été un travail d'équipe, les plus belles affaires, hein, que ce soit Trémo ou autre. C'était à ce moment-là, beaucoup de violeurs en série, des braqueurs. Voilà, ça a été... j'étais presque l'image, le maître du monde, enfin, dans mon groupe. J'ai été le chef de groupe, j'ai été le papa, le chef de famille, tout passait par moi. On se retrouvait sur des moments de convivialité, on faisait des sorties entre nous, on vivait entre nous, on se protégeait, on était les uns pour les autres, on a fait des super affaires, il y avait une grande complicité. On faisait du beau boulot et en étant heureux d'être ensemble, d'être au boulot ensemble. Donc pour moi, ça a été des années d'épanouissement énormes, où j'ai continué à apprendre, bien sûr. Et ensuite, les années qui étaient différentes, puisque la jeunesse étant passée, la folle jeunesse étant passée, je me retrouvais un peu plus de 40 ans après en tant que chef de section. Alors, adjoint chef de section, donc là, c'est plus la même chose. On dirige des équipes, c'est différent, c'est plus la même convivialité, c'est plus la même complicité. Il y a une complicité parce que vous êtes encore sur les affaires, mais vous n'êtes plus au contact direct avec vos équipes. Okay. Voilà. Donc, mais c'est des années d'apprentissage, c'est les années où j'ai fait des formations, c'est les années où j'ai travaillé avec des associations, c'est les années où j'ai appris beaucoup. Et ensuite, ces 8 dernières années à la BPM, où là, je suis chef de section aussi, mais c'est des années où je me suis régalé, pas non seulement parce que j'ai appris une autre matière, les mineurs, je ne connaissais pas, parce que j'ai fait les 8 dernières années, et j'intervenais dans les hôpitaux, j'intervenais dans les écoles, auprès des professeurs de collège, auprès des éducateurs, enfin voilà.
Et ces contacts avec tous ces métiers divers qui touchent à l'enfance, que ce soit notamment dans les cellules de maltraitance dans les hôpitaux, c'était un régal de voir tous ces professionnels qui s'investissaient auprès des enfants et voilà, qui découvraient aussi ce qu'on pouvait faire. Et c'était des échanges sur comment travailler ensemble et apprendre à se connaître. Donc c'est 8 années aussi de connaissances et de rencontres en dehors de ma sphère policière qui ont été géniales. Donc ça a été aussi un autre apprentissage qui n'était plus dans le métier pur du policier que j'avais connu les 20 premières années, mais ces dernières années ont été enrichissantes pour moi. Donc voilà, il y a une globalité, que du bonheur, malgré des moments très difficiles. J'ai eu cette chance, je me dis que quand même j'ai fait un métier qui m'a plu. Jamais j'ai été envie de le quitter, jamais j'ai eu... Ouais. Bon, il y a eu des moments durs, mais voilà, c'était un métier fantastique que je suis heureux d'avoir vécu. Et je m'estime chanceux de l'avoir vécu, d'avoir rencontré les gens que j'ai rencontrés, d'avoir eu les collègues que j'ai eus. Voilà. Ça c'est important, vous n'êtes pas tout seul. Et c'est tous les collègues que j'ai eus, vraiment ça a été que du bonheur. Vous le transmettez très bien. Voilà. Merci Guy. De rien. Enfin, merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. C'était un véritable plaisir de le réaliser avec Guy Bertrand. J'espère que ça vous aura plu sur un sujet aussi sensible. J'espère que ce premier podcast sera le premier d'une longue série, en tout cas, de rencontres avec des professionnels de la sécurité. Je vous laisse en description l'Instagram du podcast pour y retrouver les écussons et des images inédites. N'hésitez pas non plus à donner votre avis sur l'Instagram du podcast ou en commentaire pour faire des retours et ainsi améliorer celui-ci. Encore merci pour votre écoute, à la prochaine, c'était Panda, merci. La brigade de recherche et d'intervention, La CSI 75. Les motards de la police. Le groupe de soutien opérationnel. La brigade de protection de la famille. La BAC D93. Le RAID. La brigade cynophile. On va transmettre pour pays 51. Monsieur, c'est la police. Tireur. Intervention. Prêt. Top interpellation. Top interpellation. 3, 2, 1. Feu. Personnellement, je m'étouffe. Content du service public, monsieur. C'est bon.